Nous recevons ce soir le sociologue Smaïn Lacher. Bonsoir, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Croire à l'incroyable, un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile, édition Gallimard. On va bien entendu parler de votre expérience que vous relatez dans ce livre. Mais d'abord l'actualité, on l'a appris tout à l'heure, le Conseil d'État français rejette le recours contre ce qu'on appelle la circulaire Colombe, du nom du ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb, qui prévoyait un recensement des demandeurs d'asile au sein même des sites d'hébergement d'urgence. Votre réaction à cette annonce? Je dirais comme les juristes que le Conseil d'État, dans sa traditionnelle sagesse, a sans aucun doute pris la bonne décision. Car ceux qui ont pensé cette politique de distinction et d'opposition, probablement voyaient ça de haut et voyaient ça de loin. Il était quasiment impossible en pratique d'appliquer les vœux de Gérard Collomb et du gouvernement. Les gens qui sont dans ces centres, qui accueillent des demandeurs d'asile, eux se coltinent, si je puis m'exprimer ainsi, se coltinent la réalité. Il est extrêmement difficile de faire ces distinctions sans alourdir à la fois l'atmosphère et sans créer davantage de problèmes. Mais quoi qu'il arrive, on le voit dans votre livre, c'est un parcours semé d'embûches. Pourquoi ne pas commencer là ? Oui, et pourquoi... Parce que c'est pas le lieu, parce que là, il faut plutôt donner une couverture, donner un repas, c'est ça? Oui, mais pourquoi ne pas faire un tout petit peu plus d'efforts? Après tout, ça ne demande pas des sommes absolument vertigineuses. Pourquoi ne pas améliorer l'accueil, et en particulier, pourquoi ne pas améliorer, et on sait que c'est très très important, améliorer les conditions de logement des demandeurs d'asile, et de faire en sorte que les demandeurs d'asile soient dans des logements de demandeurs d'asile, et ainsi cela évitera de mélanger des populations qui objectivement n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors, vous êtes professeur de sociologie à Strasbourg, vous étiez en train de travailler sur l'immigration et les déplacements de population quand un jour le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, vous propose d'être un de ses représentants auprès de la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Vous acceptez. Quelle va être alors votre mission pendant 15 ans, au juste? Ma mission est à la fois simple et très très compliquée. Elle est simple, c'est de juger en son âme et conscience, si je puis dire, les requérants qui viennent devant la CNDA solliciter une protection. Ces gens-là, ces requérants ont été déboutés du droit d'asile. Hein. Ils ont vu en première instance leur sollicitation refusée par l'OFPRA, l'Office français de protection de réfugiés et des apatrides. Donc il faut un recours devant la CNDA en espérant que la CNDA annule la décision de l'OFPRA. En moyenne, combien de temps s'est écoulé entre la déposition à l'OFPRA, le rejet de la demande? Plusieurs mois et parfois de trop longs mois, en particulier en ce qui concerne des gens qui ne sont pas accueillis dans des structures adéquates. Il y a des gens qui, je m'en souviens parfaitement, qui vivaient dans la rue, des gens seuls, des femmes, ce qui était particulièrement dangereux, mais aussi des familles qui pouvaient vivre dans la rue, ou en tout cas vivre dans des conditions d'une extrême précarité. Et vous imaginez bien que vivre dans une extrême précarité ne facilite pas, n'encourage pas la présentation d'un dossier qui soit audible, qui soit crédible par la Cour nationale du droit d'asile. Alors il y a donc un juge, vous êtes présent, vous le dites dans ce livre, en général la journée commence à 8h30. Racontez-nous comment ça se passe. 8h30, les juges sont là, souvent en premier, le rapporteur, homme ou femme ô combien stratégique, arrive, le petit chariot chargé de dossiers, 13 en général, et quand tout le monde est là, quand tous les requérants sont là, ou presque, quand les juges sont assis, eh bien c'est le président qui ouvre la séance et qui dit, selon le rituel, j'ouvre la séance, et à ce moment-là, nous avons le requérant qui est devant nous, nous avons son avocat, puisque quasiment tous les requérants ont un avocat. Un interprète ou pas? Pas forcément. Un interprète, si. Sauf ceux qui parlent parfaitement le français et qui ne désirent pas, qui viennent d'un pays francophone et qui ne désirent pas avoir un avocat. Et puis, le président donne la parole au rapporteur qui va lui énoncer les éléments contenus dans le dossier, c'est-à-dire le dossier présenté à l'OFPRA, les raisons pour lesquelles
ce dossier a été rejeté et ce qu'il en est aujourd'hui, c'est-à-dire au moment de l'audition. Et puis la journée va se passer à examiner d'aussi près que possible les 13 dossiers. Et puis quand les 13 dossiers seront terminés, alors c'est une matinée ou une après-midi, on peut ne pas terminer tous les dossiers. Mais quand on a terminé les dossiers, quand la séance est dite terminée, eh bien vient le moment crucial, vient le moment très très important, qui est celui de la délibération qui est tenue secrète. Alors, en général, ces demandeurs d'asile, d'où viennent-ils et que fuient-ils? En général, la guerre, la misère? Alors oui, ces requérants viennent pour l'essentiel, pas de tous les pays du monde, mais ils viennent pour l'essentiel. Si je prends par exemple l'actualité, le premier groupe de demandeurs d'asile, en 2017, c'était les Albanais. Puis viennent les Afghans. Pourquoi les Albanais? Parce qu'on aurait plutôt tendance à parler, vous parlez d'actualité, mais ils ont de la très Syrie peu, et de l'Irak. ils ont très peu le statut de réfugié parce que d'abord l'Albanie est considérée comme un pays sûr et d'autre part la CNDA... c'est pour ça qu'ils se retrouvent en dernier recours justement. Oui, en tout cas ils essayent avec la CNDA d'obtenir le statut de réfugié, mais leur pays est considéré comme un pays sûr. Ce n'est plus le pays d'Enver Hoxha. Ce n'est plus le pays des communistes qui persécutent. Donc l'Albanie, disiez-vous? L'Albanie, ce qui est quand même étonnant, hein, l'Albanie, l'Afghanistan, une partie de l'Afrique, les Ivoiriens, les Guinéens, il y a des Soudanais, des Érythréens, des Éthiopiens. Et qu'est-ce qui va peser dans la balance? Quels sont les facteurs décisifs? C'est d'avoir un travail? C'est de maîtriser la langue française? Le facteur décisif, plutôt les facteurs décisifs, c'est de présenter une sollicitation qui, si je puis me permettre cette expression un peu familière, qui tienne la route. C'est-à-dire qui soit à la fois cohérente et crédible sur le plan des faits et sur le plan de la situation générale dans le pays d'origine qui a produit les faits qui sont invoqués par le requérant. Donc il faut, c'est le requérant qui a la charge de la preuve, contrairement au pénal, où c'est l'État qui a la charge de la preuve, c'est l'État qui doit trouver les preuves de la culpabilité du prévenu. Or, pas à la Cour nationale du droit d'asile. D'abord, il n'y a pas de coupable. Il y a des requérants, il y a des gens qui sollicitent l'asile, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est au requérant de dire quelles ont été les persécutions qu'il a subies, dans quelles conditions il les a subies, quelle était la situation du pays au moment où il les a subies. Mais il y a parfois des situations compliquées. Comment, par exemple, un juge peut-il se faire comprendre, quand il est impossible, et vous en parlez dans le livre, de traduire le mot laïcité en bengali ou en arabe dialectal, en darija? Non, mais il n'y a pas... écoutez, on emploie d'autres mots. On essaye d'approcher au plus près la réalité de ce que c'est serait ou quelque chose qui ressemblerait à la laïcité. Si on vous dit je suis pour la séparation de la religion et du politique, si on dit on ne veut plus que le politique soit confondu avec la religion et que l'État ne s'occupe plus de la religion et que la norme religieuse ne doit pas gouverner, mais que c'est la norme juridique qui doit gouverner, nous sommes proches. Là, le demandeur doit adhérer au principe de laïcité, sinon il doit en tout cas non seulement adhérer à un certain nombre de principes qui font que la religion et le politique, où la norme juridique et la norme laïque soient séparées, que l'une ne gouverne pas l'autre, que c'est la norme politique qui gouverne la norme. La norme politique qui gouverne la norme religieuse, mais il doit aussi montrer en quoi il a été persécuté parce qu'il disait que la norme politique ou la norme juridique doit primer sur le religieux. Et vous savez que si tel est le cas au Bangladesh, si c'est le cas au Pakistan, il n'y a pas de difficulté à croire, au moins dans un premier temps,
que nous sommes proches de la laïcité, que ces deux pays sont des pays à dominante religieuse, que c'est la norme religieuse qui gouverne les hommes et le rapport aux ordres. Et donc, il y a au moins, dans un premier temps, il y a la possibilité de penser que le récit est crédible. Vous pesiez pour combien dans la décision du juge, en pourcentage, 30%? Non, alors il n'y a pas de pourcentage. C'était imagé, mais oui. Sur une échelle de 1 à 10, si vous voulez. Non, il y a un président, bien évidemment, qui conduit l'audition, qui est celui qui fait la police de l'audience. Mais vous, dans votre rôle, est-ce que vous pensez que vous avez pesé Oui, absolument, mais bien entendu. Moi, j'ai pesé personnellement sur beaucoup de cas, en particulier les cas qui venaient de régions que je connaissais bien, et en particulier sur des régions dans lesquelles j'avais fait des enquêtes. Allez, donnez-nous un exemple qui vous a marqué, vous, qui vous a frappé, justement. Mais par exemple, le Pakistan, par exemple, l'Afghanistan, par exemple... C'était un homme qui était d'une minorité religieuse? Par exemple, au Pakistan, c'était un homme qui était de religion chiite. Ouais. Et donc, tout le monde sait, et c'est relativement bien documenté de ce point de vue-là, que les chiites sont persécutés. Pas seulement par le gouvernement, mais par une autre religion qui est, elle, dominante, qui est la religion sunnite. Bon, mais vous pouvez trouver des tas d'exemples. Vous pouvez, par exemple, regarder du côté de l'Égypte et du côté des Coptes d'Égypte. Bon, si on sait qu'il est copte, il y a de grandes chances pour que le préjugé des juges soit favorable. Le ressortissant pakistanais dont vous parliez, comment il a réagi le jour où il a appris que sa demande était acceptée? Il a réagi... comme le jour où vous avez eu le bac. Il a été extrêmement joyeux, mais surtout, il a vécu une véritable délivrance. Il pouvait enfin entrevoir un destin qui ne serait pas exactement celui qu'il a vécu. Pourquoi croire à l'incroyable? Mais tout simplement parce que souvent, on arrive avec peu de preuves. Et puis, les situations des requérants sont fortement éloignées des visions, des conceptions du monde, des juges. Les juges n'ont pas été sur place. Ils ne connaissent pas en réalité la totalité de la réalité de ces pays. Et alors, il dit des choses parfois expressément incroyables. Et donc, il faut dire aux juges, mais croyez-moi, ce que je vous raconte peut vous paraître incroyable, mais c'est pourtant la vérité, car c'est ainsi que j'ai vécu ces faits. Merci beaucoup, Smaïn Lacher. Croire à l'incroyable, un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile, et c'était pendant 15 ans. Édition Gallimard. Merci à vous. Je vous remercie.